Nous allons donc avoir une interprétation simultanée et même si nous avons fait beaucoup d'efforts pour que tout soit préparé et prêt pour commencer le cours, c'est un système qui a quelques petits pièges et donc nous avons donc dû traîner 2-3 minutes de plus qu'à l'accoutumée. Ce cours nous a demandé beaucoup d'efforts. Nous avons réussi à le faire via l'appui de Citesima et nous avons donc pu parfaire les derniers détails pour que vous puissiez suivre ce cours sans aucun problème. J'aimerais remercier également tous les partenaires du projet ceux les responsables de finalisation et du commencement de ce système participatif d'échange d'informations entre les propres partenaires du projet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer quelques-unes des mesures que nous aimerions que vous suiviez lors de ce cours. Ne répondez pas au téléphone. N'activez pas votre caméra parce que le système notre système supporte, mais certains systèmes ne le supportent pas et donc ça pourrait être un problème. Et donc, nous demandons d'éteindre votre caméra pour éviter les excès de trafic. Je vais vous demander de lever la main pour intervenir et nous donnerons les paroles les uns après les autres. Je vais vous dire également que nous allons enregistrer ce cours et même si l'enregistrement n'est pas le mieux pour obtenir l'information, nous allons publier ce cours sur le site web du projet RASPA, ce qui va nous permettre que toute personne puisse le voir en différé à l'avenir. Sans plus de préambule, j'aimerais commencer ce cours. Nous avons tenté d'avoir différents conférenciers au cours de ce cours. Nous avons 5 docteurs qui vont y participer, le docteur Nathalie Garcia, le docteur André Sanchez, le docteur Daniel Padilla, le docteur Freddy Silva et moi-même. Je pense qu'il est très important que toutes les personnes participent parce que nous allons voir la ciguatera depuis différents points de vue et depuis le point de vue du diagnostic de la présence de ciguatoxine dans le poisson. Et cela suppose un effort et la participation de tous les conférenciers que je viens de vous nommer. Nous aimerions communiquer à tous les participants. Voici la configuration de ces journées. Je vais vous présenter le cours et le contenu, le concept de la ciguatera, une brève introduction. Et ensuite, le docteur André Sanchez va parler de la situation générale de la ciguatera dans le monde et du cycle de la ciguatoxine, en plus des caractéristiques propres. En deuxième journée, nous verrons avec le docteur Daniel Padilla et le docteur Natalia Garcia la prévention de la maladie, la réglementation européenne sur la ciguatoxine, les antécédents pour l'établissement du système de vigilance épidémiologique pour l'intoxication par ciguatera aux Canaries. Et la docteure Nathalie va parler du protocole du contrôle officiel du diagnostic de la ciguatera aux îles Canaries et l'analyse des données obtenues pendant la surveillance effectuée par l'Institut universitaire de santé animale et sécurité alimentaire de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Enfin, la troisième journée sera le docteur Freddy Silva qui va commencer et il va parler de la méthodologie utilisée par l'IUSA pour le contrôle officiel. Et ensuite, nous terminerons avec une information générale de tous les projets d'enquête, d'investigation que nous avons lancés en rapport avec la ciguatera et les ciguatoxines. Je pense qu'il est intéressant que vous ayez quelques notions des résultats que nous avons obtenus jusqu'alors. Sans plus, j'aimerais commencer avec les concepts généraux de la maladie. Et ensuite, nous ferons une petite pause pour voir un peu comment le système des questions fonctionne avant de passer à la deuxième partie du cours. Le concept de la maladie. Et avant de continuer, j'aimerais vous demander des excuses pour si vous avez des
Si vous voyez cette présentation et que il y a des erreurs dans certains mots, eh bien, veuillez nous en excuser. Nous avons fait des efforts pour que vous ayez cette présentation en français déjà, mais nous avons peut-être commis l'une ou l'autre erreur et nous nous en excusons. Pour que ce soit plus simple pour vous pour suivre cette information, nous l'avons publiée donc en français. Lorsque nous parlons de la ciguatera, nous parlons de l'empoisonnement grave en relation avec les toxines marines et surtout avec la consommation de poissons dans le monde. Chaque an, entre 50 et 200 000 personnes sont touchées par cet empoisonnement. Et nous pouvons dire que principalement, ce sont des personnes qui sont situées dans des latitudes tropicales, mais pas exclusivement. Parce qu'au cours des dernières années, comme aux Canaries ou dans d'autres zones de latitude subtropicale, nous avons vu qu'il y a eu des personnes qui ont été affectées par cette maladie. Et cela nous fait penser qu'il y a des changements liés au climat et qui nous affectent tous au niveau de cette maladie. L'intoxication est liée à la présence d'une toxine qui sont produites par certaines microalgues du genre Genus Gambidiodercus et Fukuyoa, que vous voyez ici à l'écran, avec un microscope électronique. Vous pouvez voir le Gambidus excentricus, qui est très présente aux Canaries, et que nous pouvons voir que cela peut être associé aux Canaries. C'est une espèce qui est assez présente aux Canaries et qui produit une toxine assez puissante, pardon. Et c'est l'une des causes originales de la ciguatera aux Canaries. La conséquence finale de cette toxine sur le corps humain, on va avoir des symptômes. Nous allons, entre 10 minutes et 24 heures après la consommation, vous avez des symptômes gastro-intestinaux, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs de maux, de ventre, des problèmes circulatoires, une grosse fatigue et une baisse de tension. Et enfin, des symptômes neurologiques qui sont assez complexes et qui peuvent apparaître avec des signes de fourmillement et d'autres conséquences. Dans certains cas, cela peut provoquer la mort. Nous avons ici des cas aux Canaries. Nous n'avons pas eu de cas ici aux Canaries, mais dans d'autres zones du globe, il y a eu entre 12% et 1 pour 1000 de taux de mortalité et qui meurent d'une paralysie respiratoire. Tous ces symptômes que nous allons voir plus en détail au cours de ces journées disparaissent au bout de quelques jours ou de quelques semaines, et cela suppose, surtout les signes neurologiques, cela suppose un inconvénient important qui laisse la personne sans pouvoir aller sur son travail, et cela peut prendre des semaines ou des mois ou voire un an. Vous pouvez voir sur cette image suivante la présence de la toxine. C'est une toxine assez complexe, la ciguatoxine, qui va se mettre dans la chaîne alimentaire via le poisson. Nous allons voir comment il est consommé par le poisson et comment les poissons sont contaminés. Et depuis la phase initiale, c'est une structure assez complexe, comme vous pouvez le voir sur l'image. Vous avez la première partie qui est terminée ici. Donc, il faut faire une différence entre la ciguatera
Mais tous les poissons ne vont pas provoquer une intoxication. Et donc, il faut faire la différence entre la ciguatella et la présence de ciguatoxine dans le poisson. Pour que la ciguatella apparaisse, c'est une toxine qui s'accumule. Il faut qu'il y ait une quantité suffisante de ciguatoxine pour qu'une personne donnée souffre une intoxication. Mais souvent, nous, au niveau de la prévention, nous utilisons la présence de ciguatoxine dans le poisson. Mais beaucoup de poissons peuvent avoir des toxines, des ciguatoxines, mais qui n'ont pas de ciguatella. Mais l'accumulation de cette ciguatoxine peut provoquer la ciguatella et l'intoxication de personnes humaines. Ce sont deux concepts que nous allons travailler en parallèle depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de ce cours, et nous devons faire une différence pour pouvoir compléter cette formation que nous aimons que vous complétiez tous. Je vais maintenant faire une petite pause pour si vous avez des questions ou des commentaires, et je vous invite à lever la main si quelqu'un aimerait intervenir. Parfait. Eh bien, s'il n'y a pas de questions ni de commentaires, je vais céder la parole au docteur Andrés Sanchez qui va vous parler par l'étude de la ciguatella dans le poisson, et je reste avec vous. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Andrés et je vais vous expliquer un peu rapidement, plus en profondeur, ce que Fernando a expliqué au début. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? On voit bien, André. Donnez-moi une seconde pour que je puisse organiser mon écran. S'il n'y a pas de problème avec la visualisation, eh bien, je vais commencer mon intervention. Mon intervention va se structurer de la manière suivante. Nous allons parler de l'histoire de la ciguatella, la situation de la ciguatella dans le monde. Ensuite, je parlerai du cycle de la ciguatoxine, les micro-organismes producteurs de ciguatoxine et l'interaction avec la chaîne alimentaire marine. Ensuite, je vais parler des caractéristiques de cette maladie, le mécanisme d'action de ciguatoxine, la symptomologie, le traitement et l'interaction avec le consommateur et le poisson. L'histoire de la ciguatella est liée avec les journaux de bord de la navigation et les eaux tropicales et sous-tropicales. Nous avons enregistré cette présence de la ciguatella au niveau du Pacifique et de la mer Caraïbe. Comme les enregistrements les plus anciens avec des symptômes similaires datent de 618 et de 917 avant Jésus-Christ en Chine, et qu'on disait qu'il y avait un poisson qui était toxique pour les êtres humains. Et des navigateurs du XVIe siècle ont fait état de la même situation. Un navigateur scientifique du nord de la péninsule, lors de ce voyage, a fait un arrêt technique dans le golfe de Guinée. Ils ont mouillé pour maintenir leur bateau et il commande dans son texte que le navire du capitaine, ils ont capturé un grand poisson similaire à une courbine avec des dents comme un chien. Ce pourrait être un barracuda ou un autre. Ils l'ont identifié comme une picuda. Il a expliqué que toutes les personnes que le capitaine a invitées à manger à sa table sont tombées malades. Les symptômes sont décrits, étaient similaires à des nausées, à des vomissements, mais qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir de symptômes avant que ces symptômes ne disparaissent. Il a commenté que tous ont survécu, mais que des mois plus tard, ils ont commencé à empirer. Et que 1 an après leur séjour au golfe de Guinée,
étaient décédés. Et cela pourrait s'expliquer par différents facteurs que nous allons vous expliquer dans quelques instants. Au niveau des années 1600, nous avons décrit des intoxications compatibles avec la consommation de ciguatera dans des barracudas à Cuba et des consommations dans le sud du Pacifique. Le capitaine James Cook, un navigateur britannique, lorsqu'il est passé de l'île de la Nouvelle-Calédonie, a capturé un poisson et les symptômes qu'ils ont souffert de cette consommation de poisson étaient similaires à ceux de ceux qui avaient consommé un poisson dans le golfe de Guinée. Il a senti les chaleurs au visage, ensuite une douleur, un mot de tête et de peau, ensuite des nausées, des vomissements, des diarrhées, douleurs de gorge, maux de gorge et de bouche. Et il a commencé à expliquer que les personnes affectées ont avait eu des pertes de muscles et ils avaient du mal à se maintenir de pied, debout. Il a expliqué qu'aucune des personnes intoxiquées n'est décédée, mais que les animaux qui ont consommé de ce poisson sont décédés. Certainement parce qu'ils ont consommé les parties les plus toxiques de l'animal. En 1787, nous avons associé cette maladie à la ciguatera. Et pourquoi la ciguatera? L'origine de cette maladie vient d'un gastropode qui s'appelle le cigua, qui savait que cela provoquait des symptômes similaires à la ciguatera, leur consommation. Et les personnes qui souffraient, après avoir ce mollusque, eh bien, étaient connus comme le ciguatos ou le ciguatodos. Et cela a été utilisé pour indiquer des symptômes gastro-intestinaux et neurologiques pour la consommation de tout animal de la mer. Plus tard, au XXe siècle, ce terme est passé à désigner tout empoisonnement à cause de la consommation de poissons coralliens ou semi-pélagiques. En 1958, Randall a émis l'hypothèse que l'origine de cette maladie pouvait être un organisme benthonique. Il pouvait s'agir donc d'une microalgue. Après, Yasumoto et ses collaborateurs, en 1977, ont identifié le dinoflagellé producteur de cytoxine. Et il a été identifié en tant que genre et espèce différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et en 1979, Adachi et Fukujo ont identifié la microalgue qui produit la cytoxine dans les îles Gambier, et d'ici son nom, Gambiardiscus. Il a été encadré dans une seule espèce, celle du Gambiardiscus toxicus. Cela a été une espèce donc monotype jusqu'à la fin des années 90, lorsque les nouvelles techniques pour identifier les espèces ont permis de classer les différentes espèces du Gambiardiscus, et on connaît aujourd'hui plus de 15 espèces de Gambiardiscus et Fukuyoa. Donc, tout en laissant de côté déjà l'histoire, nous allons passer à commenter la situation mondiale de la ciguatera qui est endémique du cercle tropical qui va dans les latitudes de 35 degrés nord au 35 degrés sud. Là, on enregistre entre 10 000 et 50 000 cas d'empoisonnement selon les statistiques et selon la bibliographie consultée. Cela a été le cas jusqu'aux années 2000
Et à partir de l'année 2004, on a commencé à identifier des microalgues ou la présence de cytoxines dans des poissons, dans des endroits où cette maladie n'avait pas été identifiée de façon traditionnelle. C'est le cas du nord de l'Afrique, dans la Méditerranée, ou aussi dans la zone de la Macaronésie au large de la côte occidentale africaine. L'incidence de la ciguatera varie d'une partie du monde à l'autre parce qu'il y a des populations qui sont plus exposées que d'autres, qui dépendent plus du poisson pour leur alimentation et qui sont donc plus susceptibles d'être intoxiquées. Dans cette diapositive, nous voyons l'incidence pour 100 000 habitants. Et on peut voir que la plus grande incidence est située dans la zone du Pacifique Sud avec 194 cas tous les 100 000 habitants. C'est un chiffre plus élevé que la deuxième zone qui présente un plus grand nombre de cas, c'est-à-dire les Caraïbes avec 42 cas. Après l'Australie, 30 cas et d'autres endroits avec des indicateurs beaucoup plus bas, inférieurs dans ce cas-là. Pour les îles Canaries, c'est une maladie qui s'est instaurée récemment dans nos îles. L'incidence est de 0,47 par 100 000 habitants. C'est vraiment un taux d'incidence vraiment faible, mais c'est là, nous avons observé des données tout simplement dans la dernière décennie. Et la consommation de poissons est élevée ici et donc cela peut avoir une incidence majeure. En rouge, nous avons l'incidence de la ciguatera sur le continent européen. Cette incidence est très faible parce que nous avons répertorié seulement les cas des personnes qui se sont déplacées dans des zones où la maladie est endémique et qui après retournent dans leur pays d'origine. D'après les experts, on considère qu'environ 20% des cas sont répertoriés et sont communiqués aux autorités. C'est possible que cela soit parce que le diagnostic n'est pas correct, parce que la personne intoxiquée ne va pas chez les médecins parce que les symptômes ne sont pas graves ou parce qu'elle n'a pas accès à ce médecin et parce que le registre de cette maladie n'est pas obligatoire, la déclaration de cette maladie n'est pas obligatoire dans les pays où elle peut apparaître. Et qu'est-ce que cela va supposer? Eh bien, que les données réelles seraient supérieures. Nous pouvons voir ici une estimation. L'incidence dans le Pacifique Sud pourrait arriver jusqu'à presque 1000 cas tous les 100 000 habitants si tous les cas de ciguatera étaient identifiés. Et aux Caraïbes, on pourrait atteindre 210 cas tous les 100 000 habitants. Ce ne sont que des estimations dans ce cas-là. Excusez-moi une minute. Je reprends. Donc, concernant la situation de la ciguatera en Europe, je dois vous dire qu'aujourd'hui, cette maladie, d'après les rapports de l'EFSA, les cas identifiés entre 2012 et 2019 ont été en tout 18 cas. 18 foyers, pardon, se corrige l'orateur, 18 foyers avec plus de 100 cas. Même si les foyers d'identification pour cette période de temps, la plupart des cas ont été produits pour des poissons importés. Donc, on peut très bien déduire que ces poissons importés provoquent plus de cas que les personnes qui ont été intoxiquées étant donné leur voyage. Pour les régions européennes tropicales et sous-tropicales dans lesquelles cette maladie est endémique, telles que les îles françaises des Caraïbes ou les îles de l'océan Indien, les îles portugaises ou les îles espagnoles comme les îles Canaries, par exemple, dans ce cas-là, on peut trouver une incidence plus importante. Il y a plus de foyers aussi et dans ce cas-là,
on va dépasser la centaine de personnes touchées. Aux Canaries, même s'il s'agit d'une nouvelle maladie qui est présente depuis plus de 10 ans, il y a eu 77 personnes empoisonnées pendant cette période de temps, de 2012 à 2019, et cela représente environ le même nombre de personnes provoquées par les 10 foyers identifiés partout en Europe. Pour nous centrer maintenant en Espagne, sur l'Espagne péninsulaire, les cas de ciguatera sont anecdotiques et ce sont toujours des cas par rapport au voyage à l'étranger et des personnes qui ont manifesté des symptômes à leur retour. Jusqu'en 2004, lorsqu'on a eu le premier empoisonnement dans la Macaronésie, concrètement aux îles Canaries, étant à cause d'un poison qui avait été pêché dans l'archipel de Madère et dans l'archipel des Canaries. Plus tard, en 2008, nous avons trouvé le premier cas d'intoxication à Madère à cause de la consommation d'un poisson local. À partir de ce moment, le cas de ciguatera se sont succédés aux Canaries jusqu'à un total de 20 cas et cela a touché plus de 100 personnes. Ici, je peux me mettre à votre disposition pour répondre à vos questions si vous le jugez nécessaire. On me dit sur le chat que je parle trop vite. Mais s'il n'y a pas de questions, si personne ne demande de prendre la parole, alors je vais continuer. En ce qui concerne donc l'origine de cette maladie, le cycle de la ciguatoxine, l'origine vient d'une toxine produite par une microalgue qui habite dans la surface des macroalgues et des coraux qui servent d'aliment aux poissons herbivores des récifs. Ces poissons vont manger la toxine, l'accumuler dans leur tissu et ils vont la passer d'un maillon à l'autre de la chaîne trophique et cela peut provoquer des problèmes aux consommateurs dans tous les maillons de cette chaîne alimentaire. Ces toxines sont produites par des microalgues de deux types, des types Gambiardiscus et du type Fukuyoa. À l'heure actuelle, on connaît plus de 18 espèces de ces deux genres, mais pas toutes ces microalgues produisent des ciguatoxines. Celles qui en produisent ne sont pas pareilles au niveau de leur toxicité. La bibliographie nous parle des espèces les plus toxiques comme le Gambiardiscus excentricus et le Gambiardiscus silbe. Ces microalgues ont des conditions déterminées pour leur survie, comme par exemple qu'elles préfèrent des zones à courant faible, des zones protégées où elles peuvent s'unir aux macroalgues ou aux coraux, elles peuvent s'y installer pour se reproduire et elles ont un taux de tolérance de la salinité, de la température et de la profondeur. Autant de caractéristiques qui permettent de moduler la production de ciguatoxines dans ces microalgues. Ici, dans ce schéma, je vous montre une idée de la situation de ces microalgues le long d'un littoral, par exemple. Ici, nous pouvons observer que les microalgues préfèrent de s'installer dans les zones où les courants ne les enlèvent des surfaces des rochers ou des macroalgues dans lesquelles elles se sont installées. C'est pour cela qu'on peut trouver des zones où cette ciguatoxine n'est pas identifiée parce qu'on n'identifie pas non plus la microalgue toxique et cela peut être à proximité d'autres zones où on a identifié des cas d'intoxication par ciguatera.
On a également identifié une relation entre l'altération de l'environnement côtier par des phénomènes naturels ou par l'action humaine, et cela peut avoir une incidence sur l'augmentation de l'épidémie de ciguatera. Cela peut être expliqué parce que ces modifications favorisent la dissémination des microalgues vers d'autres zones. Et cela va favoriser donc la colonisation et par conséquent la propagation de la maladie. Il est important également de dire que la présence de ciguatoxines dans une zone déterminée ne dépend pas de l'abondance de ces microalgues dans la zone, c'est-à-dire il ne faut pas avoir une upwelling de ces microalgues pour produire des cas d'empoisonnement dans cette zone. Ici, nous voyons les endroits où l'on a identifié les microalgues de Gambierdiscus et de Fukuyoa. On peut voir que pratiquement toutes les côtes tropicales ou sous-tropicales ont enregistré la présence de ces microalgues. Dans les continents africains, nous avons identifié la présence de ces microalgues à l'est de la Méditerranée et sur la côte nord-occidentale du continent africain et également dans la côte baignée par l'océan Indien. La région qui nous touche le plus en termes de proximité, c'est la région de la Macaronésie. Et on a des signalements de Gambierdiscus depuis 2005 dans les eaux des Canaries. Depuis 2014, il a été identifié dans la côte, sur la côte marocaine. Depuis 2016, on a identifié des populations stables dans les îles Baléares, qui se trouvent au nord de la côte africaine dans la Méditerranée et à l'est de la péninsule ibérique. Et en 2019, on a identifié le Gambierdiscus dans les eaux du Cap-Vert. Donc, cette zone que je viens de marquer comprend également le golfe de Guinée, et non seulement par les cas historiques de ciguatera dans la zone, mais parce qu'en 2008, au large du Cameroun, on a rencontré des exemplaires de poissons avec de la ciguatoxine dans leur tissu. Non pas de Gambierdiscus, mais de ciguatoxine dans quelques poissons. Et dans l'archipel des Açores, en 2015, il a été évident la présence de ciguatoxine dans les tissus des étoiles de mer. Ces évidences constituent l'une des raisons pour lesquelles nous avons conçu cette formation dans le cadre du projet RASPA. Sur cette carte, je vous montre la distribution globale des espèces les plus représentatives du genre Gambierdiscus. On peut observer que le Gambierdiscus pacificus, qui est représenté par ce petit triangle, est surtout représenté dans la zone de l'océan Pacifique, dans le bassin du Pacifique, et le Gambierdiscus excentricus est plutôt représenté dans l'Atlantique. Alors, on peut très clairement déduire que le Gambierdiscus australis a plus de capacité de se déplacer partout dans le monde. Même si dans cette image précédente, on avait beaucoup de signalements du Gambierdiscus dans la zone de l'océan Indien, ici, dans cette nouvelle image, n'est pas représenté. C'est possible parce que les signalements ont été préalables au moment de commencer à distinguer les espèces de Gambierdiscus, c'est-à-dire à différencier d'autres espèces du Gambierdiscus toxicus. Donc, il reste beaucoup de choses à faire par rapport à l'identification des espèces dans cette zone de l'océan Indien. Pour nous rapprocher de notre territoire, de la Macaronésie, nous voyons donc qu'il y a différents groupes de ces microalgues dans le Pacifique et donc on va considérer les différentes zones des hotspots de ces variétés.
Et dans la Macaronésie, pour venir à notre terrain, il y a les espèces les plus toxiques et les plus représentatives, celles de l'Excentricus et le Silbae. Il est également important d'ajouter que même s'il y a une espèce qui est présente dans différentes parties du monde, elle n'est pas pareille du point de vue de la toxicité. C'est-à-dire la toxicité varie en fonction de leur emplacement. Aux Canaries, l'identification du Gambierdiscus a été pratiquement simultanée au premier cas d'intoxication. Le premier cas est apparu en 2004 et les Gambierdiscus ont été identifiés à partir de 2005. Il semble curieux que dans cette partie de l'Atlantique, il y a beaucoup d'espèces. Il y en a au moins 5 espèces de Gambierdiscus dans les eaux canariennes. Elles produisent toutes de la cigotoxine et même on peut peut-être parler d'une nouvelle espèce qui est en train d'être étudiée. Le fait d'avoir cette variété d'espèces dans une zone aussi concrète, aussi limitée que celle des Canaries, nous permet de penser que les Gambierdiscus ne sont pas récents dans cette zone, mais qu'ils étaient déjà établis depuis des années. C'est pour cela qu'on considère les Canaries comme un nouveau hotspot de ces microalgues. Maintenant, nous allons laisser de côté les microalgues pour nous centrer par la suite sur les toxines. Avant de parler des cigotoxines, je vais passer en revue d'autres toxines qui peuvent être également produites par ces microalgues et qui peuvent avoir aussi une certaine implication dans la symptomatologie de la maladie. Mais cela doit encore être démontré. On peut voir que toutes les molécules toxiques sont des molécules complexes formées par des anneaux moléculaires dans des grandes structures qui font penser à des escaliers. Et l'une des plus grandes, ce sont les mycotoxines. Ce n'est pas la plus grande produite par une microalgue, mais elle se trouve parmi les plus grandes des toxines produites par les microalgues. C'est une molécule soluble. Les poissons la mangent. Elle va passer dans les tissus, mais elle est tout de suite éliminée. Donc, il n'y a pas de cas d'empoisonnement par mycotoxine par la consommation de poissons. Il semblerait que cette toxine a une influence dans le flux du calcium dans les cellules. Après, on peut trouver également le gambierol qui peut avoir une activité sur les flux d'ions de potasse de la membrane cellulaire, même si elle est à faible toxicité. On peut avoir également les acides gamériques qui ont une fonction similaire à celle de la cigotoxine, mais avec une toxicité plus faible. Nous aurions également le gambieroxide, peu étudiée, dont la structure rappelle celle de la gestoxine. La gestoxine, pardon, et la dernière molécule qui vient s'ajouter à ces groupes est celle que l'on appelle gambierone, qui a une activité similaire à celle des cigotoxines. Il faut dire que pas toutes les microalgues de ce genre vont produire ce type de molécules. Certaines de ces molécules ont été retrouvées dans certaines de ces espèces. Est-ce qu'il y a des questions? Si ce n'est pas le cas, je vais continuer et nous allons nous centrer par la suite sur les cigotoxines, qui est le sujet qui nous intéresse. Ce sont des grandes molécules formées par une succession d'anneaux d'éther d'entre 13 et 14 anneaux et elles forment une structure similaire à des escaliers comme toutes les autres, avec des différences dans leur composition chimique et dans le nombre de carbone et également dans leur potentiel de toxicité. En principe, le classement a été réalisé en fonction de la zone de production et elles étaient classifiées en cigotoxines du Pacifique, de l'océan Indien et des Caraïbes.
À l'heure actuelle, on connaît plus de 30 analogues de ces groupes, chacun avec des différences dans leur toxicité. Si l'on, en fonction donc de leurs caractéristiques structurelles ou de leurs caractéristiques chimiques, elles peuvent être divisées dans les groupes qui suivent. Le premier groupe de cigotoxines du Pacifique est composé par 60 carbones. Ces groupes sont les groupes de cigotoxines les plus étudiés, les mieux connus à l'heure actuelle. Et la caractéristique principale est qu'elles sont plus toxiques au fur et à mesure que leur polarité augmente. La polarité peut être provoquée par le passage par les différentes étapes de la chaîne alimentaire, de la chaîne trophique marine. Et cela peut expliquer que les molécules les plus toxiques n'ont pas encore été trouvées dans les microalgues qui les produisent. Et dans ce groupe, nous avons la cigotoxine la plus toxique connue pour l'instant, qui est un point de repère pour la toxicité. C'est la cigotoxine du Pacifique 1B, c'est-à-dire la CTX1B. Nous avons après un deuxième groupe formé également par des cigotoxines du Pacifique. Et dans ce cas-là, les molécules sont formées par 57 carbones. Et dans ces groupes, les molécules les plus toxiques ne sont pas les plus polarisées. La toxine la plus étudiée est celle du Pacifique 3C, c'est-à-dire CTX3C. Et la plus toxique est celle 51-hydroxy CTX3C. Ces toxines peuvent également subir des transformations similaires à celles des groupes précédents avec leur passage dans les différents stades de la chaîne trophique. Et on sait qu'il y a des espèces du Gambierdiscus qui peuvent produire un mélange des deux groupes de cigotoxines. Et nous avons également un groupe provoqué par la cigotoxine des Caraïbes et celle de l'océan Indien. Elles sont toutes formées par des molécules de 62 carbones. Et dans ce cas-là, les plus toxiques ne sont pas les plus polaires et elles peuvent subir des changements structurels lorsqu'elles se déplacent le long de la chaîne trophique. Mais dans ce cas-là, ce groupe est un peu moins étudié. Les études démarrent maintenant sur ce groupe de toxines et à l'heure actuelle, on ne connaît pas l'espèce de Gambierdiscus qui les produit. L'espèce n'est pas encore très claire. Et on ne connaît pas très bien non plus les différents analogues qui doivent encore être identifiés. Nous pouvons donc résumer de cette manière comment, eh bien, le cigotoxine est ici par sa structure chimique ou sa distribution. Mais un rapport demandé par la FAO à un groupe d'experts de cigotoxine les a demandé de les classer dans 4 groupes. Le premier groupe, ça va être le premier groupe de cigotoxine, le deuxième va de la cigotoxine du Pacifique également, et nous diviserions le troisième entre l'Indien et le Pacifique. Par rapport à cette distribution, les cigotoxines présentes dans ce côté de l'Atlantique devraient être des cigotoxines des Caraïbes. Mais en fait, nous avons trouvé des cigotoxines des différents groupes dans des micro-organismes qui vont des microalgues jusqu'à des poissons, des grands carnivores, les différents groupes que nous avons mentionnés il y a quelques instants. Et donc, nous devons faire plus d'études pour cette région de l'Afrique. Est-ce que vous avez des questions? Magdalena nous demande la forme les plus toxiques si elles ne sont pas été trouvées dans la microalgue en question, où ont été trouvées. À ce que je faisais référence, c'est de ce groupe de cigotoxines, nous connaissons les molécules
de départ. Ce sont des ciguatoxines 4A et 4B qui produisent les microalgues et elle va se transformer, cette ciguatoxine en 4A, en 4B, elle va se transformer en d'autres toxines au fil de son passage par rapport aux différents échelons de la chaîne alimentaire. Et dans les grands carnivores, nous avons trouvé la ciguatoxine 1B, la plus toxique. Cela pourrait expliquer que les microalgues ne sont pas productrices de ce groupe de ciguatoxines. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer donc. Par rapport à l'interaction avec la chaîne trophique marine, nous savons qu'actuellement, il y a 400 espèces de poissons qui sont touchées par des foyers de ciguatella dans le monde. Cela a provoqué différentes listes d'espèces potentiellement problématiques dans ces lieux où la maladie est endémique pour protéger la population. Ces espèces se composent de grands carnivores de récifs, comme les barracudas par exemple, les cérioles, les murènes, les mérous et les vivanos, qui sont tous des grands carnivores qui arrivent à une grande taille et qui sont assez voraces. Mais les poissons herbivores peuvent également accumuler suffisamment de ciguatoxines pour être nocifs. Ce sont les poissons de la famille de l'abre, les poissons perroquets et les poissons chirurgiens. Ce sont des poissons, ou des familles de poissons qui dévorent énormément de matériel végétal et qui mangent également des crustacés. Donc, ils accumulent une certaine quantité de toxines, même si elles sont peu toxiques, mais cela peut provoquer des intoxications chez les personnes. Même si la ciguatella est une maladie qui est produite par la consommation de poissons, les ciguatoxines ont été trouvées dans d'autres invertébrés non marins. C'est peu courant, mais ça a été découvert, qui ont été cause de l'intoxication, comme le poulpe, les oursins, la palourde, certaines espèces d'escargots, l'oursin, comme le Diadema antilalum, qui est très présent dans les îles des Canaries, et les étoiles de mer. Dans les étoiles de mer, on a identifié la ciguatoxine dans ces tissus, mais elles n'ont pas été encore reliées à des cas d'intoxication. J'aimerais souligner ici que ces cas d'intoxication produits par des invertébrés sont peu fréquents. Ce n'est pas commun, mais ce que cela montre, c'est que la ciguatoxine peut utiliser ces supports, ces organismes invertébrés comme des vecteurs. Ils vont arriver donc plus rapidement à des poissons carnivores. Maintenant, nous allons parler un peu des caractéristiques de la ciguatella. On va commencer par son mécanisme d'action. Nous savons que ces molécules, une fois qu'elles rentrent dans le poisson, sont absorbées rapidement par l'intestin et distribuées aux différentes parties du poisson. Cependant, le temps qu'elles passent dans ces tissus de poisson varie en fonction de l'espèce. Certaines études ont montré que certaines espèces qui sont reliées aux intoxications, la ciguatoxine reste longtemps dans ces tissus, comme par exemple dans les morènes, les mérous et les pardes. Cette toxine peut être analysée aux membranes de sodium pour les membranes. Et la fonction de
cette cigotoxine ouvre le canal et cela libère du sodium au niveau de la cellule. Et l'augmentation de ces augmentations de sodium dans la cellule va augmenter le mouvement des cellules d'eau au niveau de la cellule, ce qui la génère un œdème. Si ce sont des cellules nerveuses, ça génère des interférences par rapport à la conduite des signaux moteurs et sensoriels. Et cela explique un peu la symptomatologie en fonction du système affecté. Nous avons vu que ces cigotoxines peuvent s'associer au canal de sodium, aussi mammifères qu'aux poissons, mais dans les poissons, on ne connaît pas encore la raison pour laquelle certains peuvent accumuler de grandes quantités de toxines dans ces tissus au niveau des, sur les poissons herbivores comme carnivores, et qui ne souffrent pas de symptômes. Si je réponds à une des questions qui vient d'être formulée, Alejandro, si cette cigotoxine était identifiée dans les poissons, nous avons vu au niveau expérimental que certains poissons sont affectés lorsqu'ils ingèrent donc à des niveaux très toxiques pour les poissons, mais différentes études ont été réalisées sur des différents poissons qui sont exposés à la cigotoxine, comme d'autres espèces qui n'ont pas été exposées, et on voit qu'il y a une différence de résultats. Dans certains cas, nous voyons des poissons qui accumulent de grandes portions sans avoir de conséquences, mais il y a d'autres espèces. Il y a une étude qui a été réalisée sur les mérous. Lorsque nous passons une certaine quantité de toxines, eh bien, cela commence à les affecter. Mais on ne sait pas pourquoi ils résistent tant à souffrir de symptomatologie. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Oui, merci. Bien, nous poursuivons alors. Par rapport aux symptômes souffert par un patient qui est affecté par la maladie de la ciguatera, nous pouvons observer la progression des symptômes sur des personnes humaines qui ont mangé un poisson intoxiqué. Voyons ici une série de symptômes. C'est une graphique type de symptômes dont pourrait souffrir une personne qui était touchée par la ciguatera. Comme nous verrons, ce n'est pas toujours aussi simple. Au début, à quelques heures à peine après avoir consommé le poisson, nous avons des problèmes digestifs caractéristiques liés à cette maladie, les vomissements et les nausées. Ils peuvent être accompagnés par des symptômes cardiaques qui donc sont résolus après quelques heures pour avoir une symptomologie neurologique qui peut appliquer des douleurs musculaires ou articulaires, endormissement ou fourmillement des extrémités et éruptions cutanées qui peuvent se développer en quelques jours ou qui peuvent durer des semaines, des mois ou des années. Diapositive, je vais tenter de regrouper les symptômes de la ciguatera par rapport à leur enregistrement au niveau de la bibliographie. Les premiers symptômes sont les symptômes gastro-intestinaux, ce sont les premiers qui apparaissent. Ça peut être des vomissements, des diarrhées, de la nausée et un mal-être général. Ensuite, les symptômes neurologiques apparaissent dans les 48 premières heures et ça peut être des paresthésies ou myalgie, arthralgie, goumatélique, maux de tête et vertiges, prurite ou allodynie. Le symptôme le plus caractéristique, qui n'est pas exclusivement elle, mais c'est l'allodynie au froid. L'allodynie, c'est une sensation comme une altération
de la perception de la température. Et lorsque nous touchons des objets froids, cela donne une sensation de chaleur, ce qui est assez singulier. Et si vous avez quelqu'un qui souffre de ceci et qui a consommé du poisson, eh bien, il a certainement été affecté par la maladie de la ciguatera. Les autres symptômes qui peuvent apparaître au niveau de la première heure de l'intoxication, c'est symptômes cardiaques, une tachycardie, suivie d'une bradycardie ou une hypertension suivie d'une hypotension, par exemple. Les symptômes neuropsychologiques, par exemple la confusion, la mémoire, difficile de se concentrer, mémoire réduite, dépression, irritabilité, fatigue ou malaise. Elles sont peu fréquentes, mais elles pourraient se présenter parmi les premiers symptômes des premiers jours de l'intoxication. Beaucoup moins fréquents, ce sont les systèmes, beaucoup moins fréquents sont les interactions du système nerveux central, comme les hallucinations ou le coma. Et la mort, la morbidité est haute, mais la mortalité est faible. Cela peut se couvrir avec une situation de déshydratation sévère, un choc cardiogénique ou un arrêt respiratoire, qui sont des situations qui augmentent la mortalité dans les zones difficiles d'accès aux soins médicaux. La symptomologie de la ciguatera varie en fonction des régions où s'est produite l'intoxication. Nous avons par exemple dans la région du Pacifique des symptômes neurologiques apparaissent rapidement dans la phase aiguë de la maladie et cela peut provoquer des comas. Dans la région du Caraïbe, les symptômes gastro-intestinaux sont plus caractéristiques du début de l'intoxication pour ensuite céder la place à des symptômes neurologiques comme vous avez vu sur le graphique que je vous ai présenté. Et les symptômes neuropsychiatriques sont plus caractéristiques de la région de l'Inde. Les hallucinations, perte d'équilibre, incoordination et vertige. Cette différence pourrait être expliquée par la combinaison analogue de ciguatoxines qui sont présentes dans les viandes des poissons et qui pourraient être déterminées également par les espèces de Gamberdiscus, producteurs de toxines dans la région où ce poisson s'est alimenté. Par rapport au diagnostic, il n'y a pas de test diagnostique que nous pouvons réaliser sur un patient pour dire voici, vous souffrez d'une ciguatera. Donc, le diagnostic se base sur la symptomologie et sur la consommation de poissons relativement récemment. Le diagnostic peut exiger une attention particulière par rapport à la progression et l'apparition de quels symptômes. Au niveau des cas isolés de ciguatera, autres que des foyers, vous avez d'autres patients pour comparer. Le diagnostic peut être compliqué parce que si le patient se rend chez le médecin au cours des premières heures de la maladie, où les symptômes digestifs sont à son point culminant, la ciguatera peut être confondue par toute autre intoxication alimentaire. Mais lorsque ces symptômes disparaissent et qu'il y a une symptomologie cardiaque ou neurologique, le professionnel peut être guidé vers un diagnostic erroné. J'ai vu qu'il y avait une question. Oui, Fernando, vous avez une question? Oui. Oui, André. Je suis désolé d'intervenir parce que j'ai reçu des messages dans le chat qui parlent d'une difficulté
de la connexion d'une des personnes qui s'est connectée. Je ne sais pas si vous avez d'autres problèmes de connexion ou si vous avez besoin d'assistance technique. Je dis pour au cas où. S'il y a des problèmes, je ne sais pas si l'interprète peut donner une instruction ou l'autre pour faciliter la connexion. J'ai utilisé le système de réaction pour intervenir, pour lever la main. Donc, si quelqu'un veut éclaircir un point ou l'autre, eh bien, vous pouvez utiliser et prendre la parole. On dirait que toutes les réactions dans le chat sont positives, donc il n'y a pas d'autres problèmes. Parfait. Une question pour les lusophones. Est-ce que je parle maintenant à une vitesse plus raisonnable? Est-ce que vous me comprenez? C'est très bien, merci. Fernando, si tout va bien, je peux continuer, non? Oui, André, continuer. Où en étais-je? Si nous avons un patient qui arrive aux urgences, mais qui n'a pas de symptômes gastro-intestinaux, mais qui ont des symptômes neurologiques ou systémiques, on peut mettre les symptômes gastro-intestinaux et donc avoir un diagnostic erroné. Et donc, il faut connaître que la maladie est présente dans cette zone et collecter les données pour savoir s'il a mangé du poisson et voir s'il a eu d'autres symptômes qui pourraient être accompagner cette maladie. Vous pourriez donc certaines données par rapport à la symptomologie diagnostique de Ciguatera. Une petite seconde, s'il vous plaît. Oui, nous allons continuer parce que s'il y a des problèmes particuliers, des personnes, des problèmes de connexion, nous ne pouvons rien faire d'ici. Nous pouvons aider s'il y a quelqu'un qui demande que quelques parties de l'exposé soient répétées, mais il est vraiment difficile de résoudre les problèmes de connexion d'autres personnes. On ne peut rien faire d'ici. Bien, alors nous continuons. Et alors, je parlais du service de diagnostic de l'IUSA, de l'Institut universitaire de santé animale et sécurité alimentaire. Et nous avons collaboré avec un groupe de pêcheurs et il y avait dans ce groupe deux frères. C'était des frères qui s'est consacrés à la pêche sportive de façon quotidienne et ils ont collaboré avec nous. Ils nous fournissaient les captures et on leur offrait la sécurité de manger un poisson sûr et nous obtenions des poissons pour notre recherche. Ils connaissaient la maladie et ils se sont mis en contact avec nous parce qu'en fait, ils étaient inquiets pour ce problème de pouvoir consommer du poisson dans des conditions de sécurité. Et à un moment donné, ils ont pêché un mérou et une céréole dans une partie dans laquelle, d'après eux, ils n'avaient jamais rencontré de problème, ils n'avaient jamais soupçonné l'existence de cigotoxines dans cette zone. Ils n'avaient jamais pêché de poissons toxiques dans cette zone. Et alors, malheureusement, ces deux poissons contenaient de la cigotoxine. Depuis l'analyse, après l'analyse, mais ils avaient consommé ces poissons avant l'analyse
et ils ont été intoxiqués. Ils n'ont pas subi des symptômes cardiaques, pardon, se corrige l'orateur, des symptômes digestifs, mais ils ont éprouvé des symptômes cardiaques, des sudorations, ils avaient du mal dans les os, dans des douleurs musculaires, ils ne pouvaient pas dormir non plus. Et le médecin n'a pas trouvé le diagnostic et il les a envoyés voir un traumatologue. Heureusement, ils connaissaient un peu les symptômes de cette maladie et ils nous ont dit qu'ils croyaient qu'ils étaient intoxiqués. Et alors qu'ils allaient porter des échantillons pour pouvoir justement favoriser l'établissement du diagnostic. En effet, ils ont donné positif, mais et ils ont souffert les séquelles pendant quelques mois. Donc, ils n'ont pas souffert de l'allodynie au froid, mais ils ont été quelque temps sans pouvoir se baigner dans la mer parce que le contact de l'eau de mer dans la peau leur provoquait comme des décharges électriques. C'était très agréable pour eux donc de pratiquer leur hobby de la pêche sous-marine. Alors, ils ont passé quelques mois en très mauvais état de santé, mais fort heureusement, c'est une maladie qui peut être traitée, qui n'est pas mortelle dans la plupart des cas, et heureusement, ils se sont déjà récupérés. Bien, cette maladie provoque également un syndrome connu comme le syndrome pseudo-allergique, c'est-à-dire quelques semaines après avoir dépassé l'intoxication initiale, les symptômes peuvent réapparaître si l'on consomme du poulet, de la viande de porc, du café, des noix, des boissons alcooliques, si l'on pratique un sport, une activité physique, ou même si l'on consomme un poisson pas toxique ou un poisson des eaux continentales. Cela peut expliquer ce qui s'est passé en 1520 dans ces voyages qui est passé par le golfe de Guinée et toutes les personnes intoxiquées sont mortes après un certain temps parce qu'on sait que l'alimentation dans ces bateaux était la consommation de poissons et du vin, ils buvaient du vin. Et normalement, on conseille aux personnes de ne plus boire d'alcool pour éviter la réapparition des symptômes. En ce qui concerne le traitement, malgré les avancées de la pharmacologie, il n'y a pas de traitement efficace à 100%. Donc, il faut utiliser des antiémétiques, antidiarrhéiques, des antihistaminiques, des analgésiques, des médicaments, du charbon actif. Donc, ce sont des traitements qui s'adressent aux symptômes. Et le traitement le plus efficace est l'administration de mannitol intraveineux dans les 72 premières heures après l'ingestion du poisson. Si l'on n'administre pas du mannitol dans ces 3 premiers jours d'intoxication, alors on ne va pas apprécier une amélioration. Il s'agit d'un diurétique et donc elle va diminuer l'édème cellulaire provoqué par la cibotoxine. Je vais regarder un moment le chat parce qu'il y a une question. Excusez-moi. On me dit si l'on attribue un certain composant qui soit répété dans tous les aliments qui permettent de réactiver les symptômes. Je ne sais pas exactement quel est le composant commun qui peut être le déclencheur des symptômes. D'après mes connaissances, je crois que tous ces aliments peuvent être des aliments très salés. Donc, ils peuvent peut-être provoquer qu'on boit plus d'eau pour éviter la déshydratation et que cela pourrait provoquer réactiver les symptômes. Mais c'est une hypothèse tout à fait personnelle, pas constatée. Et on n'a pas encore étudié quelle est la molécule commune dans tous ces aliments qui permet de déclencher de nouveau les symptômes de la maladie. D'accord. OK. Nous allons poursuivre.
En ce qui concerne l'interaction avec les consommateurs n'ont pas les conditions idéales pour éviter l'intoxication. Comme nous avions dit dès le début, ces toxines ne provoquent pas des symptômes chez les poissons, donc on ne peut pas savoir si les poissons sont malades de ciguatoxine. Nous ne pouvons pas savoir si le poisson est contaminé et cela n'altère pas non plus ni la couleur ni la saveur du poisson. Et en plus, ce sont des molécules très stables, elles résistent très bien les congélations, les hautes températures et l'exposition aux substances acides et grasses et bases également. Donc, ce qu'on peut dire aux consommateurs, c'est d'éviter la consommation de la tête et des viscères, c'est-à-dire les parties les plus toxiques du poisson. Et parmi les viscères, c'est surtout le foie et les glandes gonades. Donc, dans les zones dans lesquelles la ciguatera est endémique, seulement les poissons les plus gros représente un vrai risque pour les consommateurs, ce que semble logique étant donné l'effet de l'accumulation et de la biomagnification. Mais cela semble être contredit par certains articles récents qui montrent que la taille et la toxicité n'est pas un rapport direct et que cela n'apparaît pas dans toutes les espèces ni dans tous les endroits où cela semblerait se passer. Donc, il peut y avoir d'autres variables qui vont jouer sur la toxicité, sur l'accumulation des ciguatoxines chez un poisson et ces facteurs vont au-delà de la taille du poisson. En fait, dans une étude réalisée dans la Polynésie française, dans laquelle on a analysé la toxicité des groupes d'espèces d'une même zone, il a été constaté que dans une espèce de mérou, un mérou marbre, et un autre poisson, la toxicité de ces exemplaires diminuait au fur et à mesure que leur taille augmentait. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on pense d'habitude. Parce que d'habitude, on croit l'hypothèse que plus le poisson est grand, plus il est toxique. Donc, il faut continuer de réaliser des études dans ce sens. Et enfin, même si on n'a pas mentionné le potentiel toxique de chacune des molécules, j'aimerais signaler que l'administration des médicaments et l'administration de l'institution responsable des médicaments a suggéré dans 0,01% de CTX1B, celle plus toxique qui est utilisée en tant que point de repère. Et ça, c'est à ce niveau de 0,01 et le niveau de sécurité. Et les textes réglementaires de l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire recueillent également ce chiffre dans ces rapports, mais ce n'est qu'une recommandation sans aucun caractère normatif. C'est pourquoi la FAO en 2020 a qualifié cette valeur comme insuffisante pour pouvoir évaluer le risque d'intoxication, parce qu'il faut prendre en compte également le type de consommateur. C'est un consommateur qui mange beaucoup de poissons de façon régulière, la quantité de poissons qui a été mangée pendant le moment de l'intoxication et également la concentration de ciguatoxine dans le poisson consommé. Et pour conclure, je vous montre sur ce slide un résumé de mon intervention pour vous aider un peu à vous souvenir de ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons tout d'abord parlé d'une maladie qui est présente partout dans le monde, autant dans l'océan Pacifique qu'Indien et dans la mer des Caraïbes. Il a également été signalé dans les eaux de l'océan Atlantique, au large à l'ouest de l'océan Atlantique. En deuxième lieu, il y a beaucoup d'espèces qui produisent des ciguatoxines en fonction des conditions environnementales qui peuvent jouer sur les conditions de production de la ciguatoxine. Il ne faut pas avoir une affloraison de ces algues pour avoir un risque de ciguatera. Et en troisième lieu, cette maladie est provoquée par beaucoup de ciguatoxines et chacune d'elles avec un potentiel de toxicité différente.
Et dans la viande, dans la chair de poisson, on peut trouver des mélanges de ces cigotoxines analogues et évidemment, elles peuvent augmenter leur toxicité au fur et à mesure qu'elles passent les différents échelons de la chaîne trophique. Et ce sont des molécules très stables et donc elles sont difficiles à éviter par les consommateurs. Et après, nous avons la maladie qui peut être difficile à diagnostiquer si les cliniciens n'ont pas l'habitude de lui faire face, étant donné également la grande variété des symptômes, étant donné également la susceptibilité individuelle des patients. Il n'y a pas un test diagnostique qui peut indiquer l'intoxication du patient. Les traitements ne sont pas très efficaces. Et malgré tout cela, et même si le taux d'incidence de la maladie est très élevé, la morbidité est très élevée. Par contre, la mortalité est faible. Voilà, avec cela, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Il y a une question sur le chat. Oui, Inma vient de me poser une question par rapport aux espèces qui doivent être obligatoirement analysées aux Canaries. Cette partie fera l'objet de l'intervention de ma collègue Natalia qui va en parler demain, mais je vais vous en parler brièvement. Aux Canaries, il y a un protocole par lequel on analyse, je crois que 8 espèces et à partir d'un certain poids. Cela est dû au fait qu'à partir de ces poids, on a identifié justement la présence de la maladie. Les tableaux évoluent en fonction des cas d'intoxication identifiés le long des années. Le poids diminue progressivement. Nous avons justement commencé avec une espèce à partir de 25 kg et ce poids est diminué maintenant à 13 kg. Et nous avons vu également dans des études que la taille ne détermine pas justement l'accumulation des toxines dans un poisson. Donc, cela est en étude maintenant, mais il y a des questions politiques et nous avançons du côté de la recherche d'un autre côté. Cette variation que je viens d'indiquer, ça a été identifié pour la céréole concrètement. Je ne sais pas si avec cela j'ai répondu à ta question, Imma. Oui, d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Nous avons encore le temps. Si je ne peux pas répondre à vos questions, je peux en prendre note pour les résoudre par la suite. Ça, c'est une autre option aussi. Fernando qui demande la parole. Fernando, étant donné que vous avez commencé à parler de la chaîne trophique, j'aimerais savoir si tu peux approfondir un peu l'explication de la chaîne trophique et comment cette chaîne va jouer sur la présence d'animaux toxiques qui sont disponibles pour la consommation. Oui, je répète, j'aimerais que tu abondes un peu plus sur les détails de la chaîne trophique et comment cette chaîne trophique va influer sur l'apparition des animaux qui sont toxiques et qui sont destinés à la consommation. Donc, tu veux parler de la biomagnification et de la bioaccumulation, c'est ça? Oui, en effet, c'est ça. Répond Fernando. Et Andrés dit qu'en effet, les poissons, ce sont des grands carnivores, étant donné cette question qu'un grand poisson doit manger beaucoup de petits poissons et que les petits poissons ont mangé la cigotoxine dans une quantité déterminée que leur corps peut assimiler parce qu'il va manger une quantité X de microalgues et donc une quantité X de cigotoxine, mais le grand poisson va cumuler toutes ces cigotoxines dans son organisme. Alors, ça va beaucoup dépendre aussi du métabolisme du poisson. Et il y a des espèces différentes du point de vue du métabolisme. On ne peut pas comparer des poissons, c'est comme comparer des espèces différentes, dire que le métabolisme d'une vache est similaire à celui d'une poule.
on ne peut pas dire ça. Il y a des molécules et des molécules, ça va changer du métabolisme d'une espèce qui va éliminer les toxines, par exemple. Mais par contre, il y en a d'autres qui retiennent les toxines dans leur tissu, qui ne vont pas souffrir l'empoisonnement, mais qui peuvent permettre que si ces espèces sont pêchées, sont capturées, elles peuvent présenter une grande quantité de ciguatoxines dans les tissus et on peut pas, et parce qu'elles n'ont pas eu le temps de les traiter, de les épurer parce qu'ils ont un métabolisme plus long que d'autres espèces, par exemple. En ce qui concerne les métaux lourds, comme tout cela est en train d'être enregistré, si tu peux lire la question, s'il te plaît, avant de répondre. Sarah dit que si cela est cumulé dans une espèce, comme si cela est similaire à ce qui se passe avec les métaux lourds. La partie du mécanisme d'action où on parle des différentes périodes de rétention, l'étude est déjà publiée depuis un certain temps. Nous avons fait une étude sur des murènes. C'était la murène japonaise géante où on analysait la permanence de la toxine dans ces espèces et on n'analysait pas si c'était la quantité initiale de ciguatoxine. Si on voyait que c'était toxique, et 2 ans, elle continuait à être toxique. Et donc, nous avons encore besoin d'autres expérimentations pour connaître la vitesse d'épuration de cette ciguatoxine dans chaque espèce. Nous avons fait des expériences. Nous avons une publication où nous avons alimenté des poissons avec des ciguatoxines et on voyait que dans 2 mois plus tard, ils avaient éliminé la ciguatoxine de leur tissu musculaire. Et donc, je ne sais pas si c'est la même chose qu'avec les métaux lourds, mais métaux lourds, je ne travaille pas et donc je ne pourrais pas vous répondre. De toute façon, Fernando, je ne sais pas si c'est combien que je laisse mon courrier électronique ici. Et si vous ne pouvez pas la poser aujourd'hui ou demain, oui, vous pouvez me demander la question. Pose la question par courrier électronique. Oui, oui, c'est très bien. Indépendamment de la fin de votre conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à toutes les courriers électroniques que vous avez en contact pour le secours et nous le répondrons au cours de ces journées ou même si après le cours, si vous avez des questions, eh bien, elles seront répondues. Ça va être répondu directement par courrier électronique. Je pense que vous avez encore une question. On demande si c'est une bonne pratique d'interdire la consommation de poissons des plus grands pour réduire le risque. Il y a beaucoup d'opinions à ce sujet. D'un côté, nous ne pouvons pas influencer telle manière sur une population, sur une île éloignée du Pacifique qui dépend du poisson pour sa subsistance. On ne peut pas leur interdire de pêcher ce type de poisson, même si ça a été fait en fonction des zones. Comme on va vous le dire demain, Denis, il va vous expliquer les stratégies qui ont été suivies pour éviter les intoxications. Mais je pense que ce n'est pas la seule solution. Parce que nous, dans notre laboratoire, nous déterminons la présence de ciguatoxine à des niveaux très faibles. Et ça, c'est lorsque nous détectons que c'est très peu toxique, eh bien, on a permis également que les pêcheurs puissent vendre des poissons de plus grande taille qui ont été propres. Et donc, c'est une manière de protéger le poisson, mais cela dépend un peu de l'économie de chaque pays qui pourrait se déterminer la détermination des niveaux de ciguatoxine dans chaque espèce et pour chaque individu de chaque espèce.
Je ne sais pas si mon opinion est assez bonne, mais je pense que ma solution, ce n'est pas interdire la capture de grandes espèces. Christina Davila demande si la toxine était présente aux Canaries parce qu'elle se trouvait dans cette variété, dans ce type d'algues, mais que ça n'avait pas été détecté. C'est un fait, oui. Curieusement, vous avez la maladie qui est apparue et les chercheurs se sont mis en route pour trouver ces ciguatoxines aux Canaries. Mais si ça peut se devoir au fait qu'auparavant, ils n'utilisaient pas de toxines, mais la production de toxines, ne se produit pas à chaque fois. Il y a des études où nous avons pris des microalgues, on a tenté de les reproduire dans des laboratoires, où on arrive à ce qu'elles grandissent, mais ne produisent pas de toxines. Donc, il y a certaines conditions qui doivent être remplies pour que ce type de métabolite soit produit. Ou alors ça peut se voir au niveau que la maladie était présente à la population, mais qu'elle n'avait pas été détectée. Mais ce que vous voulez voir le médecin, ça ne vous passe pas par la tête de vous dire que vous êtes atteint de Ciguatella parce que c'est une maladie tropicale. Il y a une étude, je ne me souviens plus de l'auteur, c'est une analyse qui a été réalisée, une enquête téléphonique qui a été réalisée à la population pour vous demander si la Guatella, s'ils connaissaient la maladie, à quel niveau la connaissaient, et les résultats ont été assez interpellants. Parce que même s'il y a des actualités sur la maladie aux Canaries, tous les X temps, la population n'est pas encore consciente que cette maladie existe. Et si on part de cette base, il n'y a pas de connaissance générale de cette maladie aux Canaries, eh bien, on peut penser qu'avant, elle était présente, mais qu'on n'était pas vue. Vous avez une main levée de Daniel et 3 interventions également. Dani? Oui, j'aimerais simplement connaître votre opinion par rapport à l'évolution de la maladie au niveau de la zone de la Macaronésie, surtout au niveau des zones proches de nos pays membres tiers, le Sénégal, la Mauritanie. L'évolution de cette maladie, comment estimez-vous qu'elle va se produire? Je pense que ça va se produire un peu comme ici. Je pense que les professionnels médicaux, non, on va pas avoir, non, peut-être pas voir la ciguatera. Et il y a des exemplaires avec qui ont la ciguatoxine dans leur tissu, qui n'ont pas assez pour avoir provoqué une intoxication, mais on va voir, c'est un risque que nous pouvons courir et donc on va voir comment cela va se produire. Et l'un des objectifs du projet RASPA est justement d'informer la population pour voir comment ça va évoluer aux Canaries. Vous avez différentes questions au niveau de chat. Dans quelle zone de la tête est-ce que cela s'accumule? Nous allons tenter de le déterminer également. Nous allons penser que la partie de tête ou la partie la plus toxique ou une patiente s'est intoxiquée seulement pour avoir mangé une soupe de la tête du barracuda. Et son petit ami et son fils n'ont pas rien eu, mais ils ont mangé la viande. Nous savons que la tête, c'est là où s'accumule le plus de toxiques. Nous avons tenté d'analyser des tissus au niveau de la tête, mais nous avons eu d'assez bons résultats, mais ce sont des données qui sont préliminaires et on ne peut pas dire à 100% que dans cette partie de la tête, il y a plus d'accumulation. Mais on peut noter les données de contact et lorsque nous aurons des publications, nous pourrons les communiquer.
Il y avait une autre question dans le chat qui demandait s'il y avait des niveaux minimums de PPD pour les considérer sûrs dans la réglementation en fonction de l'espèce et du poids. Non. La dernière diapositive que j'ai mise qui parlait de 0,01 ppd équivalent, ciguatoxine dans le Pacifique, c'est seulement une recommandation. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de limite minimale établie. Et donc, c'est pour cela, comme il n'y a pas de limite minimale réglementée, lorsque nous avons déjà un échantillon avec des toxines, eh bien, il est éliminé du marché. Parce que ce n'est pas comme dans le mercure, parce qu'il y a tant de ppd de mercure permis. Et donc, non, ici, ce n'est pas permis. Donc, il y a encore beaucoup de travail à abattre pour pouvoir arriver à une valeur. Nous avons vu que la toxicité d'un poisson ne dépense pas de la valeur, mais des cocktails de ces autres toxines qui pourraient être produites par les Gambrinus, etc. Et donc, je pense que l'établissement d'une limite, d'un niveau de limite est notre objectif, mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Je voulais une autre intervention qui est dans le chat. On ne l'identifie pas, mais la PUVC, est-ce que c'est seulement possible de déterminer la présence de ciguatoxine dans un laboratoire dans un employé de laboratoire ou pas? Ça, Dani va vous en parler plus en long et en large par rapport à la prévention, et Natalia qui va vous parler de cela également. Je vais être très bref. Il existe un test de diagnostic qui est un type de check qui vous dit si vous êtes positif ou non à les antigènes du coronavirus, et c'est un peu similaire pour la ciguatoxine. Mais le fait qu'il y a tellement d'analogues différents génère dans ce type de test beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Et donc, ce n'est pas un système sûr qui puisse garantir, minimiser le risque d'intoxication en la consommation d'un exemplaire. Donc, ce n'est pas utilisé. Nous devons passer par le laboratoire, par l'une des techniques que va vous être expliquée par Dani demain. Question suivante. On demande s'il y a des méthodes de diagnostic de laboratoire. C'est la même chose. Il y a d'autres systèmes de laboratoire avec leur sensibilité, leur spécificité concrète. Mais demain, Dani va rentrer plus en détail par rapport à cette question. Nous avons tous ELISA, la cellule, la TPC, etc. Il m'a demandé si vous pensez qu'on a augmenté la sensibilisation et la conscientisation des pêcheurs par rapport à ces ciguatera. Je ne sais pas si en soi la population en général, mais les pêcheurs, oui. Les pêcheurs professionnels, oui. Ils sont tous inscrits dans les confréries. Les confréries travaillent avec nous. Et donc, ils connaissent la ciguatera. Certains la connaissent plus ou moins, mais je pense que Dani va parler un peu de cela, des implications légales qui se sont produites aux Canaries au niveau de cette maladie. Et je pense que nous devons former les médecins par rapport à cette maladie. Et je pense que nous devons commenter aux nouveaux médecins et ceux qui sont déjà instaurés dans leur poste que cette maladie existe et qu'elle est ici et qu'elle ne va pas disparaître et qu'ils devraient l'inclure dans leur diagnostic différentiel et qu'il y a des protocoles pour cela. Il y a une intervention dans le chat de Christina Davila qui remercie de votre conférence, mais une d'Isabella qui dit le canari est cette typique soupe au poisson avec la tête de mérou. Je ne sais pas si vous voulez expliquer cela.
Si vous pouvez éclaircir un peu plus cette question. Isabella, vous pouvez peut-être utiliser, Isabella, vous pouvez utiliser le microphone pour concrétiser votre question, pour avoir une meilleure réponse. Excusez-moi. C'est juste parce qu'avant, on avait demandé dans quelle partie de la tête c'était plus concentré, mais la question, c'est juste pour éclaircir que c'était pour la soupe de poisson, simplement. Merci. Roméo. Oui. Oui. Si vous voulez commenter quelque chose, vous avez un nouveau message de Shara qui demande si le poisson ne présente aucun signe de ciguatera, le pêcheur ne peut rien faire par rapport à ça, non? Bien entendu. Les poissons que vous capturez, les pêcheurs sportifs par exemple, eux disent parfois que ceci a par exemple une ciguatera parce que c'était très facile à le pêcher, mais il était peut-être atteint d'une autre maladie, mais il n'avait pas la ciguatera par exemple. Et on a eu des cas d'exemplaires que nous reprenions aux confréries, et en confrérie, ils nous apportaient, et les pêcheurs nous disaient, mais regarde comme il est beau, comment est-ce que vous allez l'emporter? Ils commençaient à tenter de nous dire que nous, on posait des problèmes, et donc on leur mettait le règlement sous les yeux, et là, ils se taisaient. Mais bon, ce sont des poissons qui n'ont rien, mais le pêcheur ne peut rien faire de lui-même, sauf peut-être apprendre un peu des résultats que vous avez obtenus de vos captures précédentes. Si vous savez, par exemple, que vous avez 3 ou 4 qui sont devenus toxiques et dans un endroit, eh bien là, vous n'allez plus les pêcher là. Et donc, vous allez tenter de pêcher un autre endroit pour que vos prix ne soient plus toxiques. Mais ça, cela dépend de chaque pêcheur. Je pense qu'ils vont commencer à apprendre par rapport à la pêche et aux résultats que nous sommes en train de donner. Il faut également mentionner une chose, c'est que toutes les espèces de poissons ont la même biologie. Il y a des poissons qui sont très sédentaires, donc vivent dans une zone, qui se déplacent quelques mètres, mais qui ne bougent pas de là. Et il y en a d'autres qui sont plus migratoires et qui viennent, qui disparaissent et qui sont pêchés dans différents endroits. Je parle concrètement du mérou. Nous savons que c'est un animal territorial et donc s'il y a des microalgues et le mérou s'alimente dans cette zone, donc le pêcheur va sortir plusieurs poissons positifs de la même zone. Donc il peut peut-être se déplacer à une autre zone pour essayer d'obtenir de mérou qu'il pourra vendre. Donc, les pêcheurs peuvent apprendre par rapport à éviter une zone déterminée, mais ils ne peuvent rien savoir sur si un poisson est toxique ou pas lorsqu'ils le capturent. Donc, si vous souhaitez intervenir à travers le chat ou sinon, si vous préférez lever la main et poser votre question directement en ouvrant votre micro, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Et bonjour, je m'appelle Celestino et comme tu viens de dire, la plupart de la concentration de la ciguatoxine est située dans les viscères et dans la tête. Et lorsqu'on prend des échantillons, ce sont ces tissus spécifiques que tu conseilles de prendre lorsqu'on ne dispose pas de tous les poissons. Des fois, on nous avait recommandé de prendre des échantillons de la queue du poisson pour envoyer des échantillons au laboratoire. Oui, correct. Ici, il faudrait prendre en compte qu'un poisson peut avoir dans les viscères des niveaux qui doublent ou qui multiplient par 4 les niveaux de ciguatoxine présents dans les muscles. Donc, si nous allons chercher des ciguatoxines dans les viscères, il est fort probable que le nombre d'animaux positifs augmente.
Par contre, dans les muscles, la toxine peut ne pas être détectée. Donc, s'il s'agit de la recherche, il nous intéresse d'étudier des différents organes. S'il s'agit tout simplement de signaler si c'est un poisson apte pour la consommation ou pas, il vaut mieux de regarder la chair et s'il y a de la cigotoxine dans la chair, alors on va recommander de ne pas manger ce poisson. Merci beaucoup de votre réponse. Et Anna-Sophia demande si dans les œufs, elle s'accumule et je peux dire que oui, qu'elle s'accumule pas autant que dans le foie, mais également ça se trouve en deuxième lieu après le foie sur la liste. Donc dans les œufs, donc il y a également un transfert de cigotoxine de la mère à travers les œufs. Lorsque les embryons naissent, ils portent déjà des problèmes associés à l'intoxication par cigotoxine, c'est-à-dire les embryons, c'est-à-dire les alevins ou les larves. D'autres questions encore? Ivan voulait souligner que même les poissons qui sont soumis au contrôle officiel avec un résultat négatif, on ne permet pas la vente au consommateur des viscères. Même si c'est négatif, en effet, on ne peut pas dire que le poisson est 100% négatif, donc les viscères sont toujours laissés de côté. Donc, en effet, la consommation des œufs, tels que Anna-Sophia demande, les œufs de poisson, on va déconseiller la consommation des œufs également chez les espèces que nous savons qui ont posé des problèmes. Et Bilal souhaite poser une question. Bon, merci Allez-y. pour votre présentation. Je m'appelle M. Bilal. Je suis de Mauritanie. J'ai une question concernant les types de cigotoxines, c'est-à-dire les types de ciguatera, et selon la gravité des poisons. Parce que j'ai perdu cette partie, j'étais un peu en retard. Je n'ai pas assisté les débuts de l'heure. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez dire quelle est la molécule présente dans chaque poisson? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter votre question? Oui, c'est ça. Bien, dans les études que j'ai consultées pour faire ma thèse de doctorat, dans toute la littérature que j'ai révisée, on parle d'une tendance d'un groupe de molécules qui va être cumulé dans certains maillons de la chaîne trophique et d'autres qui sont présentes dans d'autres maillons inférieurs de la chaîne trophique. Mais il semblerait qu'indépendamment de leur situation, des molécules peuvent être présentes tout le long de la chaîne trophique. Indépendamment également de la quantité. Elles peuvent se situer dans des différentes étapes de la chaîne trophique dans des quantités différentes. Et la toxicité d'un exemplaire va dépendre de la quantité de toxines cumulées à différents potentiels toxiques. Est-ce que cela répond à votre question, M. Bilal? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Très bien, merci. D'autres questions avant de clore notre séance? Oui, je vois que quelqu'un a levé la main. Monsieur Morsard, allez-y. Monsieur Morsard, allez-y. Bonjour. Vous devez vous approcher du micro, monsieur, sinon le son ne parvient pas. Bonjour, c'est M. Morsard. Oui, oui,
Je demande la quantité minimale que l'homme peut ingérer sans lui causer des problèmes. Monsieur Morsard, s'il vous plaît. Monsieur Morsard, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reposer votre question avec un peu moins de bruit ambiance, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des gamins qui tournent autour et c'est impossible de vous entendre. Si vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît. Ok, excusez-moi. Je demande la quantité minimale que l'homme peut ingérer sans lui causer de problème. Merci, monsieur, d'avoir répété votre question. Merci. En effet, il n'y a pas une quantité minimum. La quantité minimum serait quantité 0 parce que ces molécules ont une certaine affinité par les tissus gras. Elles ne sont pas complètement hyposolubles, mais elles s'accumulent dans les tissus gras. Alors, même si une personne consomme un poisson avec peu de toxines, ce qui ne va pas provoquer des symptômes, une symptomatologie aiguë du moins. Par contre, cette personne peut commencer à accumuler une certaine quantité de toxines dans son organisme. Il y a encore très peu d'études là-dessus et cela pourrait sensibiliser cette personne. Et à un moment donné, lorsque cette personne consomme un poisson avec un niveau supérieur, et cela vient s'ajouter à la sensibilisation de cette personne, cela peut déclencher une réponse symptomatologique supérieure que celle d'une personne qui n'a jamais ingéré cette petite quantité de toxines et qui va peut-être souffrir des symptômes d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup moins grave. Donc, c'est une réaction individuelle parce qu'il y a des personnes qui peuvent réagir à des petites quantités et d'autres qui, avec très peu de quantité, ont déjà des symptômes qui se déclenchent. Donc, le niveau de sécurité aujourd'hui n'est pas encore très bien défini. C'est pour cela que nous essayons d'éliminer tous les poissons qui présentent des cigotoxines et cela indépendamment de la quantité de cigotoxines présentes dans le poisson. Monsieur Morsard, est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, effectivement, vous avez bien répondu. Allô, bonsoir. Allez-y, monsieur. On vous écoute. Oh, c'est un grand plaisir de vous joindre. Donc, merci beaucoup, monsieur André. Donc, je voudrais d'abord vous féliciter de cette brillante exposé. Je suis au nord du Sénégal, dans la région de Matam. Donc, je voudrais juste apporter une question concernant la bioaccumulation donc, de chaque individu. Donc, la durée, je veux dire, hein, et qui peut avoir un effet, l'impact donc, pour la bioaccumulation de chaque espèce. Ouais. Vous me saisissez, monsieur? Oui, allez-y, allez-y. Voilà, je voudrais savoir quel est l'impact voilà, de chaque espèce en fonction maintenant de la bioaccumulation. Tout d'abord, nous n'avons pas encore de données concernant la bioaccumulation chez les espèces le long du temps. Ce sont des données que nous souhaitons obtenir dans le cadre de différents projets, de différentes expérimentations que nous espérons mettre en place bientôt. Mais justement pour essayer d'identifier ce type d'informations en fonction des espèces qui vivent avec la toxine et observer la progression de l'accumulation pour connaître ces informations qui ne sont pas connues encore aujourd'hui. La plupart des informations concernant la cigotoxine dans le monde, dans les espèces marines, ce sont des espèces en état sauvage, justement. Et en état sauvage, on ne peut pas appliquer des conditions de laboratoire nous permettant
de connaître des variables qui peuvent jouer sur les différents aspects. Donc, nous devons toujours nous adresser vers l'expérimentation. Et l'expérimentation animale n'est pas toujours facile, n'est pas toujours possible avec toutes les espèces que nous souhaiterions. Et donc, il faut avancer petit à petit. Et c'est l'un des axes de recherche de l'IUSA à l'heure actuelle, justement. Donc, je ne peux rien répondre d'autre, voilà, parce que nous sommes encore sur la bonne voie pour l'étudier. Merci, M. Kandek. Merci beaucoup, c'est très clair. S'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole pour poser une dernière question, pour demander un éclaircissement, si vous n'avez pas bien compris, parce que je suis allé peut-être trop vite. Bon, je crois qu'il n'y a plus de doute. Donc, peut-être maintenant, nous allons répéter, nous allons continuer le stage de formation demain. Nous avons terminé un peu plus tôt que prévu, mais c'est mieux comme ça que de dépasser les temps dispensés. J'aimerais remercier tout d'abord Andrés, c'est quelqu'un de fondamental dans notre groupe. De même que toutes les personnes que nous allons entendre. Mais bon, Andrés connaît très bien tout ce qui concerne les cigotoxines chez les poissons. J'aimerais également remercier tous les assistants qui se sont trouvés de l'autre côté des écrans, toutes les personnes qui ont assisté à ce stage de formation. Cela ne dépend pas seulement de nous, cela dépend également de votre installation, de votre connexion Internet. Et de notre part, nous nous excusons pour le début de la réunion qui a été un peu difficile avec ces petits problèmes. Mais vous savez que souvent, c'est un peu difficile lorsqu'on travaille comme ça sur le vif et on a dû ajuster le système surtout en particulier le système de la traduction simultanée. Demain, nous allons démarrer à 16h30 heure canarienne. Un peu avant, nous allons nous connecter également, les interprètes avec moi-même et avec le reste des personnes responsables de l'organisation. Et nous espérons qu'il sera également une séance fructueuse pour nous tous. Je remercie également les interprètes pour leur travail et nous allons continuer de travailler avec eux demain. Sans plus, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon repos et nous nous retrouvons demain à 16h30 heure locale canarienne, heure de Greenwich. Je vous remercie à tous de votre attention. Merci beaucoup. À demain, alors. Donc, nous allons clore la réunion. Merci.